À Munich, Vénuste est seul à s'occuper des tâches ménagères. À Kigali, il est en charge d'une large maisonnée dont tous les membres sont des rescapés du génocide, à commencer par ses enfants et sa femme. Par rapport à tes proches, ta femme ou tes enfants, vous avez le sentiment de penser la même chose, mais en même temps, vous en parlez pas beaucoup, quoi. Non, on n'en parle pas beaucoup, surtout. Bon, avec les enfants, jamais. Avec mon épouse, bon, très très peu. Et en fait, on n'en discute pas. C'est comme si je parlais, c'était un monologue, là. Moi, je parle, et elle m'écoute, et elle me dit peut-être un mot ou deux. Bon, je sais ce qu'elle pense, et je comprends, et elle comprend ce que je pense. Et c'est ce que je pense, mais on n'en parle pas, on évite d'en parler parce que peut-être qu'elle sait que ça remue beaucoup plus de souvenirs chez moi. Et donc, on évite trop d'en parler. Ma douleur a été beaucoup plus exacerbée, je ne sais pas, peut-être parce que je suis très sentimental, je ne sais pas, parce que je suis très affectif. Elle, je ne l'ai jamais entendu avoir des cauchemars. Peut-être qu'elle les a, qu'elle ne me le dit pas. Elle se disait que tous nos enfants ne peuvent pas mourir. Elle était sûre que les jumeaux ne pouvaient pas mourir. Je ne sais pas pourquoi, mais elle était convaincue de ça. Donc chaque fois, elle, quand je me réveillais comme ça, tout en sueur, en ayant vu mon enfant mort, je ne sais pas, en ayant vu d'autres horreurs, c'est elle qui me disait, qui me soulageait, qui était là à mes côtés et qui tenait, même s'il lui arrivait de pleurer, de laisser couler quelques larmes, mais quand même, elle arrivait au moins à articuler des mots compréhensibles, tandis que moi je disais, mais j'ai vu mes enfants mourir. Là. C'était une douleur partagée quand même en silence et pas tout à fait en silence. En mars 1995, Vénuste est rentré au Rwanda depuis 2 mois. Par endroits, on sent encore l'odeur des charniers, remplacée peu à peu par les cimetières. C'est la première fois que je revois Vénuste depuis le génocide. Il me conduit au pied de la colline où il a passé son enfance. Les nouvelles autorités rwandaises interdisent encore l'accès sur les lieux. Cette colline, dont je me souvenais naguère de la splendeur fort lointaine avec nostalgie, me donne aujourd'hui la nausée, m'inspire à y penser des idées noires, d'une vengeance que je souhaite, mais dont je me sais incapable. Car contrairement à ma fille aimée tombée sous la balle d'un milicien anonyme, je sais qui sont les assassins de ma mère. Dès son retour au Rwanda, Vénuste apprend les détails du supplice de sa vieille mère. Ses sœurs l'ont confié aux soins d'un voisin hutu pendant le génocide. Mais à la mi-juin, cet ami de la famille abandonne la mère de Vénuste accrochée au-dessus de la trine puante. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle eut à subir ce supplice atroce. « Eh, vous qui passez, s'il vous plaît, je vous en supplie, sortez-moi de là », disait-elle de sa voix affaiblie. Ces faibles appels à l'aide n'étaient perçus que par quelques jeunes bergers hutus des environs. Mais les bergers, qui ne voulaient même pas approcher de l'endroit, se hélaient entre eux en disant « Hé, venez écouter un petit oiseau parleur de chez Daniel. Venez écouter sa mélodie. Il chante vraiment bien. » Daniel, c'était mon père, mort depuis 30 ans. Une mère, elle avait 73 ans, je crois. On l'a balancée, juste à la fin du génocide, on l'a balancée sur la colline, toute nue, on lui a déplié de tous ses vêtements. Et après, je ne sais pas où elle a déniché un sac en cisaille qu'il a porté. Et après, on est allé la jeter dans les toilettes, dans la latrine, elle a porté ce sac, qui est resté accroché à un bois, et c'est pour ça qu'elle est restée accrochée, mais dans les latrines, pendant 3 jours. Moi, quand je l'ai retrouvée, on l'avait enterré sous un avocatier, sommairement. Et elle portait encore ce sac. Ce sac, je l'ai vu. Donc ça, c'était vrai. Le récit, on m'en avait parlé avant, mais quand on l'a déterré, pour l'enterrer, j'ai vu tout ça, que c'était vrai. Ma mère, je connais les gens qui l'ont tué. Ils ont avoué. Je les ai côtoyés. Je n'ai jamais été porté plainte.
Ils se sont retrouvés en prison. Je sais, il y a 2 ou 3 ans, ils étaient en prison. C'était pas moi qui les avais fait mettre. C'est les autres, pour d'autres, dont ils ont tué d'autres familles. Ils avouent tout ça. J'ai pas envie d'aller les voir. Je m'étais promis de venger la mort des miens, de laver leur affront, de réhabiliter leur mémoire avec éclat. Mon Dieu et ma foi me le permettaient. Le code d'honneur inscrit dans la tradition de mon pays me l'autorisait. Je n'ai choisi ni le talion ni le pardon, et les bourreaux, contre toute logique, n'ont choisi ni le suicide, ni le repentir. Eux et moi avons opté pour le lâche compromis, celui de l'attente d'une justice qui, pour ce genre de crime, ne semble pas exister. Ma fille, ma mère, mes frères, mes sœurs, je sais qu'il va les venger. Il y a Dieu, il est là de toute façon. Il sait qui a tué qui, il va le faire. Donc, et moi je le prie. Non pas qu'il venge, mais qu'il punisse. Mais je sais que, donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Je sais que tôt ou tard, ces gens-là paieront. Mais ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont là, les criminels sont là, payent. Ce que je voudrais, c'est une justice sur une situation qui s'est passée dans un pays. Ce n'est pas une justice sur un cas particulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le fond de ma pensée, c'est ça. C'est pour ça que ce travail que j'ai fait est important pour moi. Il faut qu'il aboutisse. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin. Faire des enquêtes à gauche, à droite, à travers tout le pays. Susciter des témoignages. Provoquer, si possible, d'autres écrits des gens. Mais ne jamais s'arrêter. Parce que si on s'arrête, la mémoire meurt. Il y a des familles qui ont disparu totalement, qui ont été éteintes. Et qui va porter plainte pour eux? Si chacun doit porter plainte pour le sien. Il y en a qui ont disparu complètement. Ou il y en a où ils sont restés, où il est resté un petit orphelin de 3-4 ans qui maintenant peut-être a 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Cela serait une simplification du génocide et la façon d'y échapper. En disant, voilà, on n'a que 1000 personnes qui portent plainte pour 5 ou 50 000 disparus. Et le 1,5 million d'autres qui restent alors. Je ne suis pas un survivant de ma famille, je suis un survivant du génocide. Donc, je suis un survivant d'une communauté qui a été visée, qui a été éliminée. Je dois être solidaire de cette communauté, surtout de tous ces gens-là qui ont disparu. C'est ça ma vision. Dans le Rwanda d'aujourd'hui, à côté des quelques milliers de rescapés, vivent des centaines de milliers d'assassins, en prison ou en liberté. C'est pourquoi les exigences de Vénuste en matière de justice me semblent démesurées, irréalistes. Mais j'ai toujours eu un temps de retard pour comprendre Vénuste. Sur la discrimination des Tutsis, sur la légitimité de la rébellion du FPR en 90, sur le rôle indu des Français au Rwanda, sur la nature même du génocide, et enfin, quant à Nairobi, il ne voulait à aucun prix rentrer chez lui. À chaque étape, la force de conviction de Vénuste l'a emporté sur mon esprit raisonnable. Comment vous faites? Parce qu'il doit intervenir. Donc c'est monsieur. Vous voulez faire un Je sais maintenant qu'à l'heure du déclenchement du génocide, ce n'est plus de raisonnement dont le Rwanda avait besoin, mais d'actes et d'engagements courageux. Moi, dans mon secteur, dans mon petit coin où je me trouvais au centre culturel, avec mes collègues, certains sont morts, il y en a quelques-uns qui sont encore vivants. On a tout fait depuis 90 pour démontrer ce qui se passait, pour démonter le système qui s'effectuait, ce qu'il faisait, comment on faisait le montage de ce génocide. Mais les gens à qui on parlait, c'était déjà des gens convaincus. La communauté internationale ne peut pas avancer pour motif de son inaction et surtout pas de sa complicité. On ne peut pas avancer le motif d'ignorance. Ils savaient tout. On peut tout démontrer. Ils n'ont pas pris des machettes, mais ils ont soutenu politiquement, idéologiquement, moralement, diplomatiquement ce génocide. Ils l'ont porté
jusqu'au bout, ils emportent la même responsabilité que le plus petit Rwandais des collines qui a pris la machette. C'est ça, du moins pour moi, c'est ma conviction, jusqu'à ce que le débat soit mené et qu'on me prouve le contraire. Le manuscrit de Vénuste, France-Rwanda, les coulisses d'un génocide, a été accepté par les éditions d'Agorno à Paris. Un contact obtenu par l'intermédiaire de Fest Africa, l'organisateur de la résidence d'écrivains au Rwanda et du Festival de Lille. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vu d'Europe, les intellectuels africains n'étaient pas mieux placés pour comprendre la douleur d'un Rwandais. Pour Vénuste, difficile d'accepter que des étrangers fassent de sa propre tragédie une intrigue romanesque. Bonjour. Comment ça va? Ça va mieux. Il voulait faire de la littérature, écrire des romans sur le génocide. Moi, je ne pouvais pas comprendre dans les médias que ça puisse servir à quelque chose. On disait, on va romancer un génocide. Comment est-ce que c'est possible? On va le dénaturer, on va dire des choses qui ne correspondent pas. On va habiller un peu l'histoire et ça ne va pas, ça va desservir l'histoire du génocide. Donc là, à partir de là aussi, même s'il y avait confiance, mais j'avais des interrogations. Faire comprendre le génocide, c'est le décrire toutes les horreurs qui ont eu lieu, montrer comment il a pu avoir lieu, en démonter les mécanismes, et puis, évidemment, lancer le cri d'alarme, dire il ne faut pas que ça recommence, et essayer de prévenir d'autres génocides. Le comprendre, c'est l'avouer, le mettre à plat, le décortiquer, et pour que ceux qui s'interrogent encore, ceux qui doutent encore, ou ceux qui veulent s'engager dans la voie du révisionnisme, puissent comprendre que ce n'est plus possible. Vénuste reprend sa valise. Demain, il sera de retour au Rwanda, ou ailleurs, comme il l'espère depuis le printemps 94. Il sait maintenant que l'écriture l'aidera à survivre. Il m'en a parlé. Les auteurs africains l'ont contaminé et il songe à écrire un roman, toujours sur le génocide. Comme le dit Tierno Monenambo, un des écrivains de Fest Africa, c'est ça la poésie au bout du compte. C'est donner un sens à la douleur, ou au moins faire en sorte que la douleur, on s'en souvienne. Après 9 mois de traitement, Djibril est maintenant guéri.